Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, le réchauffement climatique s'inviterait-il peu à peu dans les affaires économiques? C'est l'agriculture qui apparaît naturellement en première ligne. Illustration en Californie avec cette sécheresse historique doublée de violents incendies qui ravagent les cultures. Quel impact sur le PIB local? Le point dans un instant. Même cause, mêmes effets. Au Liban aussi, on déplore l'une des pires aridités depuis près d'un siècle. Mais dans ce pays, l'agriculture est presque vitale pour l'économie. Comment les autorités gèrent-elles le manque d'eau? Vous verrez que la population n'a pas d'autre choix que de modifier certaines habitudes. Et puis un peu de lumière au milieu de ces sombres événements climatiques. Le soleil, source d'espoirs économiques pour les villages du centre du Mali. Sans accès à l'électricité, ils peuvent compter désormais sur des lampadaires solaires mobiles. De quoi transformer l'activité nocturne. Reportage en fin d'édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tour d'horizon avant tout cela de l'actu économique du jour à l'international. Et à la une, cette fois c'est fait, un accord historique entre Pékin et Moscou sur la fourniture de gaz russe a été conclu ce mercredi. Un méga contrat, 400 milliards de dollars sur 30 ans. En pleine visite en Chine de Vladimir Poutine, les deux parties renforcent considérablement leur coopération en matière d'énergie. Pour le Kremlin, il s'agissait aussi de diversifier ses marchés à l'export pour se libérer de la pression des Occidentaux dans la crise ukrainienne. Le contrat engage le Russe Gazprom et la compagnie nationale chinoise CNPC. Direction les États-Unis, la Fed s'est trouvé un nouveau vice-président. Stanley Fischer a franchi hier l'ultime obstacle sans doute à sa nomination comme numéro 2 de la Réserve fédérale. Le Sénat a voté en faveur de l'arrêt du débat sur sa désignation. Ouvrant la voie au vote final, ce sera ce soir. Alors bien connu en Israël puisqu'il y fut gouverneur de la Banque centrale entre 2005 et 2013, sa mission sera d'épauler 4 ans durant Janet Yellen ainsi que les 7 membres du board de la Fed. À 70 ans, l'ex numéro 2 du FMI arrive dans une phase délicate, la fin des programmes de relance, d'assouplissement monétaire avec un possible relèvement des taux d'intérêt l'an prochain. Stanley Fischer semble avoir en tout cas convaincu le Congrès. Écoutez. The yeas are 62, the nays are 35. Pour 62 voix, contre 35. La motion est adoptée. Conformément aux dispositions du Congrès, il y aura une possibilité d'étude de cette nomination jusqu'à 8 heures après la clôture du vote dans les conditions habituelles. Equally divided in the usual form. Et des nouvelles justement de l'ancien lieu de travail de Stanley Fischer, la Banque d'Israël qui recommande au gouvernement Netanyahou de nouvelles mesures d'austérité budgétaire. Une formule connue, réduire les dépenses et augmenter les impôts. Avant même le début des consultations en vue du budget 2015, la Banque centrale israélienne prévient pour atteindre l'objectif de 2,5% de déficit, l'État devra faire entre 7 et 12 milliards de shekels de coupes budgétaires, 2 à 3 milliards et demi de dollars et environ l'équivalent en recettes fiscales supplémentaires en impôts. Problème, Yair Lapid, le ministre des Finances a promis de ne pas augmenter les impôts. Les discussions s'annoncent tendues entre les ministères et notamment pour la défense et l'éducation. Autre banque centrale, c'était la journée visiblement. On part en Extrême-Orient. La Banque du Japon a annoncé ce mercredi le maintien de sa politique monétaire ultra accommodante. Elle est en vigueur depuis plus d'un an, l'équivalent de 450 à 500 milliards d'euros de masse monétaire supplémentaire en rythme annuel. Pour Tokyo, ce programme porte ses fruits, à savoir une inflation modérée. Elle reste pour l'heure à 1,25%, alors que l'objectif, on le rappelle, est fixé à 2%. Par ailleurs, le Japon a enregistré en avril son 22e mois consécutif de déficit commercial. 5,82 milliards d'euros, malgré une hausse de 5,1% des exportations. Du nouveau dans l'univers des marques, Google détrône Apple en tant que marque mondiale la mieux valorisée. Le cabinet Millward Brown a publié ce matin son classement annuel des 100 marques les plus puissantes. Et en un an, le célèbre moteur de recherche a vu la valorisation de sa marque mondir de 40%, 159 milliards de dollars. Apple était en tête depuis 3 ans, moins 20% cette année pour la marque à la pomme, à 148 milliards de dollars tout de même. Pas de surprise, les marques américaines écrasent ce classement. Elles s'arrogent les 10 premières places. IBM, Microsoft, McDonald's ou Coca-Cola. Attention, les Chinois progressent. Et puis, première marque française, Louis Vuitton, qui apparaît en 30e position seulement. Enfin, des images du Brésil à 3 semaines de la Coupe du Monde de foot. Gros suspense toujours pour savoir si tout sera prêt. Ce qui est sûr, c'est que l'aéroport international de Sao Paulo, nouvelle formule, sera bien opérationnel. Après de vastes rénovations, la présidente Dilma Rousseff a procédé hier à l'inauguration. Le nouveau terminal comprend 20 portes d'embarquement, une piste capable d'accueillir une trentaine d'avions et il pourra faire transiter 12 millions de passagers chaque année.
Aujourd'hui, nous inaugurons cet aéroport qui n'est pas seulement le plus grand aéroport du Brésil, mais aussi le plus grand d'Amérique latine et de l'hémisphère sud. Va-t-il falloir s'habituer à ces scènes de désolation comme on les a vues dans l'ouest des États-Unis ces derniers jours? Là-bas, la chaleur, 38 degrés, la sécheresse inédite en plein mois de mai préoccupe les autorités. Des milliers de personnes ont fui les violents incendies ces derniers jours. Pour les agriculteurs de Californie, grenier de l'Amérique, le coût du sinistre s'élève déjà à 1,7 milliard de dollars. Une quinzaine de milliers d'emplois sont menacés. Johanna Citruc. 4000 hectares ont déjà brûlé et quelques 25 000 maisons ont été évacuées. La région de San Diego souffre d'une sécheresse historique. Des températures proches de 40 degrés qui favorisent la propagation des feux. Ce qui nous fait le plus peur aujourd'hui, c'est la température. Il y a très peu d'humidité et la très forte chaleur assèche tous les champs qui sont déjà très secs. Ça nous inquiète beaucoup car dans ces conditions, le feu prend très rapidement et ça brûle très vite. D'après une étude publiée lundi, les agriculteurs pourraient perdre 1,7 milliard de dollars à cause de cette sécheresse. Mais c'est la vallée centrale de Californie et c'est près de 3 millions d'hectares au centre de l'État qui pourraient pâtir le plus de cette situation, avec la possible perte de plus de 14 000 emplois. Des conséquences que beaucoup considèrent être celles du réchauffement climatique. Ces conditions sont la conséquence du réchauffement climatique. Depuis 10 ans, depuis le début de ce siècle, il a fait très chaud. Il n'y a pas eu une seule année sans qu'une grande partie du sud-ouest connaisse la sécheresse. Pourtant, les autorités de Californie sont moins alarmantes. Elles considèrent que la sécheresse ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'économie locale, puisque l'agriculture ne représente que 3% du PIB de l'État. Une menace contenue pour l'heure pour l'économie de cet État. Et changement de continent avec toujours le même problème. Au Liban, le manque de pluie se fait cruellement sentir. On assiste en ce moment à la pire sécheresse depuis 80 ans. L'eau se fait rare, des coupures sont imposées régulièrement. La population modifie certaines de ses habitudes. Pour l'agriculture, 12% du PIB national, eh bien, le danger est bien réel. Regardez. Dans la vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban, Abou Hosni Al-Kordi vient comme tous les jours inspecter ses choux. Mais cette année, la récolte est mauvaise, en cause des pluies trop rares depuis des mois. À cause du manque de pluie au Liban cette année, la récolte a baissé de 50% et on a peur d'une sécheresse à venir. Au Liban, en plus de la pluie, les agriculteurs utilisent l'eau des rivières qu'ils dérivent via des canaux. Mais cette saison, il a plu environ 2 fois moins que d'habitude. Et malgré 40 cours d'eau, le pays connaît la pire sécheresse depuis 80 ans. Des coupures d'eau sont déjà régulières dans la capitale Beyrouth. Certains experts mettent en cause des problèmes d'infrastructure et un large gaspillage. Le gaspillage doit être arrêté au niveau municipal. Le lavage des voitures, c'est comme en France. Il y a le préfet qui publie un décret qui dit « vous n'avez pas le droit d'arroser les pelouses ». Au Liban, il est courant de faire laver sa voiture plusieurs fois par semaine. Naturellement, une habitude qui aggrave le manque actuel. Pour remédier à ce problème, une entreprise libanaise, Just Wash, propose de se déplacer pour laver les voitures en utilisant un minimum d'eau. On nettoie les voitures avec moins d'un verre d'eau, entre 100 et 150 millilitres, alors que les autres stations utilisent en moyenne 150 litres d'eau. On fait ça pour lutter contre le gaspillage d'eau au Liban, parce que ça va commencer à être difficile de trouver de l'eau. La sécheresse met en danger l'agriculture libanaise qui représente 12% du PIB et fragilise encore la situation sanitaire du million de réfugiés syriens arrivés au Liban ces 3 dernières années. Allez, toujours du soleil, mais cette fois, on ne s'en plaindra pas. On part en Afrique, au centre du Mali. Depuis 3 ans, maintenant, l'énergie solaire participe activement au développement d'une quinzaine de villages. Il est question de lampadaires solaires mobiles qui sont financés et produits sur place. Et grâce à une vraie coopération entre les habitants, eh bien, la vie économique locale a pris un nouveau virage. Reportage dans la région de Ségou. Dans la commune rurale de Zinzana, à 280 km au nord-est de la capitale malienne, les habitants de 15 villages bénéficient d'un dispositif d'éclairage solaire mobile original. Foroba Yele, la lumière collective en langue bambara. C'est sur Internet qu'Alassane Keita, originaire de Zinzana, a rencontré l'architecte italien Matteo Ferroni, concepteur de ces lampes.
Ensemble, à Ségou ici, on a conçu la première lampe portable qu'on a amenée dans la commune rurale de Zinzana. C'est à partir de vélos usagés fournis par les villageois qu'Amadou Sidibé, soudeur basé à Ségou, confectionne le corps de la lampe. Aboubacar Dagno est lui chargé de fabriquer les boîtiers abritant les ampoules LED, en recyclant des vieux ustensiles de cuisine en aluminium. Il est le seul à Ségou à pouvoir réaliser ce travail de précision. Avant ce travail, je faisais autre chose. Je fabriquais les théières en aluminium. Mathéo est venu avec la pièce en fer et il m'a demandé si je peux le fabriquer en aluminium. J'ai dit oui. Chez Issouf Dagno, désigné comme responsable de la lampe par le comité de gestion du village, on vient recharger la batterie ou réserver sa lampe pour la nuit au prix de 250 francs. Le prix de la location permet de financer l'entretien des lampes. Chaque village bénéficiaire dispose d'un kit de 4 lampes et un panneau solaire de 50 watts, d'un coût total de 500 € financé par la fondation suisse Eland. On n'a pas d'argent pour acheter un groupe électrogène, ni l'essence. Donc on ne peut que se réjouir de ces lampes. Tu prends la lampe pour aller travailler et tu ne déranges personne. Et personne ne te dérange. Ça a beaucoup apporté à notre village. Tu peux faire tes cérémonies de baptême la nuit. Les usages des lampes sont très variés. Cela va du petit commerce aux funérailles, en passant par les accouchements au dispensaire de la commune. À la nuit tombée, Djeneba peut désormais fabriquer ses marmites en terre dans des meilleures conditions qu'auparavant. Avant que la lampe arrive dans notre village, nous fabriquions les marmites au clair de lune et avec la torche attachée sur la tête, comme font les chasseurs. Avec l'arrivée de la lampe, j'ai décidé d'en louer une et de la mettre à mes côtés. À Sanogola, l'arrivée des lampes permet désormais aux élèves de se réunir chaque soir dans une cour familiale pour réviser leurs leçons et effectuer leurs exercices de mathématiques sous l'œil vigilant de leur enseignant. Bon, avant, c'était le jour seulement, ou encore des petites lampes là, avec une lumière pâle. Donc c'était vraiment, ça jouait sur les yeux des enfants. D'ici le mois de juin, 15 villages supplémentaires devraient recevoir leurs lampes. Alassane compte bien ensuite étendre le projet aux communes environnantes. Avec beaucoup de réussite, on l'espère. Allez, on quitte l'Afrique pour l'Amérique. Le Media Watch nous y attend. Et gros scandale à la une de cette revue de presse, un de plus après le départ fracassant de sa patronne Jill Abramson de New York Times. Alors c'est un rapport interne confidentiel qui a fuité, qui a atterri sur Internet. Oui, le document donc s'est retrouvé sur Internet, sur le site Internet BuzzFeed plus précisément, seulement quelques heures après le licenciement donc de la directrice de la rédaction Jill Abramson la semaine dernière. Il s'agit en fait d'un rapport interne qui pointe du doigt la stratégie négative, la mauvaise stratégie du New York Times sur l'innovation. On y apprend par exemple que malgré ses 800 000 abonnés numériques, le New York Times ne s'intéresse pas assez aux réseaux sociaux, que la version papier est toujours mise en valeur, qu'elle est toujours la priorité, que les bons journalistes numériques fuient cette rédaction puisqu'ils ont l'impression d'être sous-exploités, ils ont l'impression de faire plus de la mise en page que du véritable journalisme. Et en fait, à cause du manque de changement, à cause du manque d'innovation, le New York Times risque bien de se faire dépasser par ses concurrents qui sont eux plus présents sur le web. On pense notamment à Vox, au Huffington Post ou encore à Business Insider. Alors Johanna, on poursuit avec une innovation qui nous a tous impressionnés ici à la rédaction, une innovation 100% israélienne. Oui, ce sont deux Israéliens de seulement 29 ans qui ont mis au point Zuta. Zuta, c'est une mini-imprimante mobile motorisée. Alors pour la faire fonctionner, on la connecte via Bluetooth à son ordinateur, à sa tablette ou à son smartphone. On la place ensuite en haut d'une feuille vierge et grâce à ces petits trous, elle se déplace tout en jetant de l'encre sur le papier pour pouvoir reproduire soit le texte, soit l'image originale. On doit le voir donc à la vidéo, à l'écran. Et tout ça prend moins d'une minute, 45 secondes seulement pour une feuille A4. Alors pour l'instant, la Zuta n'est pas encore commercialisée, mais la production en série devrait débuter en janvier 2015 et elle devrait être vendue à $240 l'unité. Ouais, pratique, efficace et sans doute bientôt un peu plus rapide quand même. Et puis on part en France, Johanna, on
parle de la SNCF, une erreur de 20 petits centimètres qui va coûter très cher. Oui, une erreur qui a été donc révélée par l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné et ensuite reprise par de nombreux médias français. Une erreur donc qui pourrait coûter des millions d'euros. Cette erreur, c'est donc celle de la SNCF qui a acheté des nouveaux trains TER, donc des trains régionaux à 2 compagnies différentes, une compagnie française, donc Alstom, et une compagnie canadienne, Bombardier. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que ces trains sont trop larges pour les quais de la SNCF. Résultat, le réseau ferré de France, RFF, a dû débloquer en urgence 80 millions d'euros pour élargir un petit peu la distance entre les bords des 2 quais. Ouais, ça paraît assez incroyable. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec une édition spéciale élections européennes, les candidats, les perspectives, l'état aussi de l'économie de la zone euro. Et en attendant, l'info continue. Restez avec nous.